what has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. Finding former President Donald Trump has committed fraud. I just want to find 11,780 votes. President Biden making it official he is running, well aware of concerns about his age. I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. Le procès de l'Empire Trump, le procès de l'Empire Trump à New York, Jim Jordan à Washington, Michael Flynn en Michael Jackson et top secret, le danger Trump, c'est la chute et c'est maintenant. Bonsoir tout le monde, bonjour, très heureux de vous retrouver. Donc si vous êtes là depuis un petit moment, vous avez vu quelques changements dans la chute. Donc on prend l'antenne un petit peu plus tôt avec l'ouverture du chat, ce qui permet à la communauté de se retrouver. Une petite rediffusion de moments clés de la dernière émission. Et puis après Cody, donc c'était sa première. Beaucoup d'excitation, vous l'avez même entendu après son départ. Beaucoup d'excitation de se retrouver comme ça tout seul avec vous. Et puis moi je trouvais que ça, je regardais ça en coulisses et je trouvais que ça s'est plutôt bien passé. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va revenir plus tard dans l'émission pour relancer sa chronique Sous le radar qu'on avait créé dans la précédente saison de la chute. Donc il va venir nous parler de Kamala Harris un petit peu. J'espère que c'est pas trop un spoil, désolé Cody sinon. Et puis en toute fin d'émission, une fois que tout sera terminé, il va encore une fois, ne quittez pas tout de suite, venir remercier tout le monde, vous parler du programme des prochains jours entre les spaces, les émissions en direct, les posts sur Twitter, Blue Sky, etc. Donc il va vous parler de tout ça. Donc voilà, donc il vous a dit, donc je vais pas revenir sur tout ce qu'il faut faire pour vous abonner, etc. Merci d'être aussi nombreux sur X et sur YouTube. Donc si vous nous regardez sur X, où on diffuse aussi, donc sur X, Twitter, venez sur YouTube, c'est beaucoup plus sympa. Ok, venez, il y a un chat, il y a une communauté de feu, vous allez pouvoir faire des amis, vous allez pouvoir discuter de politique américaine, c'est vraiment beaucoup plus sympa que ce X, mais on peut pas trop vous le dire, on peut pas trop partager les liens, parce qu'en fait, comme Cody vous l'a expliqué, Musk a déclaré la semaine dernière que la nouvelle version de l'algorithme rendait quasiment invisible les tweets avec des liens vers les sites extérieurs. Il veut, c'est son droit, que les gens, lorsqu'ils sont sur sa plateforme, restent sur sa plateforme. C'est pas très pratique pour nous, mais bon, en tout cas, voilà, si vous nous voyez, vous nous écoutez sur X, Twitter, d'abord, merci, mais venez nous voir ici, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, gros programme aujourd'hui, et on va commencer tout de suite après une petite transition. Alina Habba joins us now. Alina, welcome. Thank you for being here. How's it going? How you feeling? Very good. Very good. We had a strong day 4. We've had a strong week. Despite the situation that we've been put in this court, which we strongly believed we shouldn't have been in, we've been fighting hard. And I got to tell you, their key witness, came up. He said, frankly, everything I wanted him to say. I heard it perfectly, and I looked over, and I think that we're doing very well, and it's not going to go so well for Letitia James, because at the end of the day, the Trump organization did nothing wrong, and they're using a consumer fraud statute inappropriately against a private business. It's not supposed to happen, and it's a very scary precedent for New Yorkers, I'll tell you that, Greg. All right. Blanc, c'est noir. Chaud, c'est froid. Mouillé, c'est sec. Semaine catastrophique, c'est formidable, tout va bien. Donc la vidéo que vous venez de voir, c'est Alina Habba, l'avocate porte-parole de Trump. Elle n'est pas vraiment en charge du dossier. D'ailleurs, dans la hiérarchie Trump, elle a été
Elle a été bougée il y a quelques semaines parce que elle est responsable de plusieurs bévues et en fait elle correspond à l'ancien Trump qui, au lieu de s'entourer d'avocats de qualité, préférait s'entourer d'avocats et surtout d'avocates qui étaient populaires à la télévision, qui passaient très bien à l'image, qui passent très bien sur Fox News. C'est le cas de Alina Habba, même si là c'était Newsmax, il me semble. Et donc, en fait, ce sont des agents de propagande, ce sont des porte-paroles. Il n'y a aucun rapport avec le droit et elle a fait le tour des chaînes pro-Trump pour... comme très souvent, lorsque du côté Trump, on vous dit je suis innocent, ça veut dire que je suis coupable. Mar-a-Lago vaut 2 milliards de dollars. Mar-a-Lago est valorisé pour des raisons fiscales à 28 millions. Et donc là, pour vous dire que tout va bien, alors que la journée d'hier, donc après cette première semaine, cinquième jour du procès Trump, cette journée a été tout sauf une bonne journée. Donc avant de vous raconter ce qui s'est passé, une précision encore une fois, parce que je vois passer trop souvent cette erreur sur les réseaux sociaux et très souvent dans la presse française, la culpabilité de Trump n'est pas discutée lors de ce procès. La culpabilité de Trump et de ses fils et de la Trump Org a été décidée la semaine avant le procès, dans une première partie du procès qui s'est déroulée sans audience, à l'accord et à la demande des deux parties, c'est-à-dire la procureure James et les avocats de Trump. Donc la culpabilité a été établie, elle n'est pas discutée lors de cette audience, contrairement à ce sentiment que veut donner Trump et ses avocats, que le juge est en train de décider si Trump ou pas coupable. Trump est coupable, il est tellement coupable que hier, il a fait appel par rapport à cette décision. On ne peut pas faire appel s'il n'y a pas eu une décision de culpabilité. Donc il a fait appel, et cet appel-là a été rejeté. Donc hier, ça a été une journée d'appel, donc je viens de vous dire, et dont une partie d'une décision qui a été présentée forcément de la part du camp Trump comme une victoire, c'est que il y a 10 jours, quand justement le magistrat a décidé de la culpabilité, a prononcé la culpabilité pour fraude de Trump, de ses fils et de l'organisation Trump Org, il avait également décidé de plusieurs peines, dont la suspension des licences commerciales des entités Trump à New York. Et donc, hier, cette annulation des licences a été suspendue par un appel. Elle n'a pas été annulée, elle a été suspendue. Évidemment, ça a été présenté comme une victoire de la part du camp Trump. Dans la réalité, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui se posaient, entre autres des questions qui ont été posées aux magistrats de savoir si telle ou telle propriété, on parle vraiment d'une structure avec peut-être plus de 500 compagnies, donc extrêmement complexe. Donc on lui a demandé si telle ou telle propriété était considérée dans son arrêt. Il n'était pas en mesure de répondre. Et hier matin, bien sûr, les médias n'ont pas raconté cette histoire-là. Hier matin, c'est la procureure de New York, Laetitia James, qui a envoyé une lettre à toutes les parties en disant que si on préférait attendre la fin du procès pour voir ce qu'on allait faire avec ces licences, lesquelles seraient suspendues, celles qui ne seraient pas suspendues et celles qui seront transférées à un liquidateur judiciaire, le procureur était d'accord. Donc là-dessus, le camp Trump a fait son appel pour suspendre ça. Il demandait 3 choses dans cet appel. Il demandait, 1, la suspension de la décision d'annuler les licences, la suspension du procès et la suspension de la décision de culpabilité de Trump.
D'accord ? Trois points importants. Le magistrat est revenu, comme il y avait un accord de toutes les parties de régler cette question des licences à la fin des procès, il a dit ok, la décision du magistrat de le faire sous 10 jours est suspendue. C'est ce qui a été présenté comme une victoire Trump. Donc maintenant vous voyez quelle est l'origine là. Mais sur les deux points importants qui étaient d'arrêter le procès en cours sur la deuxième partie qui est donc le niveau des amendes quand Trump va payer, ça a été rejeté, et sur le fait que Trump est coupable, son appel vient d'être rejeté. Donc voilà, Trump est bien coupable, ses fils aussi, on est dans la discussion de l'amende. Et justement, dans ce cadre-là, il y a eu hier deux événements, deux moments extrêmement délicats pour Trump. Le premier moment, c'est lorsque ce qu'on appelle un exécutif, un des dirigeants de la Trump Org, a sous serment à la barre reconnu qu'il avait, avec le directeur financier de la Trump Org, qui est aussi reconnu coupable de fraude, ils avaient décidé de faire de la fraude fiscale avec des fausses déclarations, que donc c'était le directeur financier, la personne la plus proche de Trump au sein de la Trump Org qui lui avait demandé de faire de fausses déclarations pour pouvoir payer moins d'impôts. Donc c'est extrêmement grave lorsqu'à la barre, un témoin sous serment utilise ces termes de fraude fiscale. Il s'est passé ça hier. Et le deuxième point, et on en revient un petit peu à l'introduction, c'est parfait, que Thomas, vous avez choisi en rediffusant de l'émission. On est revenu sur cette fameuse valorisation de Mar-a-Lago qui fait fantasmer beaucoup de monde, surtout sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous réexpliquer parce que je l'ai déjà fait 10 fois sur d'un côté les impôts qui disent que c'est à 28 millions, de l'autre côté les Trump qui déclare que c'est quasiment 2 milliards. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce chiffre des 2 milliards, de ce 1,5 milliard, ce n'est même pas le chiffre, tellement que tout le monde sait que c'est ridicule, ce n'est même pas le chiffre que les Trump mettaient en avant lorsqu'ils demandaient un crédit aux banques et augmentaient la valeur de Mar-a-Lago. Ils mettaient le chiffre de entre 400 et 600 millions. Donc aujourd'hui, ce chiffre, il le regrossit une nouvelle fois de 3 fois. La réalité, c'est que c'était ça. Et hier, on a eu le témoignage sous serment, encore une fois, parce que vous voyez, il y a la différence entre un témoignage sous serment et faire des déclarations devant un tribunal, faire des déclarations sur un plateau de télévision ou faire des déclarations lors d'un meeting politique. Je vous dis ça parce que Trump en a un plus tard et je suis persuadé qu'il va foncer tête baissée sur le 1,5 milliard, etc., etc. Et on a appris, donc, c'est encore une fois un directeur financier qui est venu témoigner et qui a raconté, c'est la personne qui a établi la valeur de Mar-a-Lago de 400 millions à 600 millions, donc il a raconté comment il travaillait, et là, surprise, entre guillemets, de manière ironique, il a déclaré qu'il n'était pas au courant qu'il existait cet accord entre Trump et Palm Beach, et les services de Palm Beach, en 2002, une réécriture de l'acte de propriété qui limitait le cadre de ce qu'était Mar-a-Lago. Le fait qu'on ne pouvait pas vendre en parcelles, le fait qu'on ne pouvait pas construire de logements dessus, qu'on ne pouvait pas se lancer dans des travaux, qu'on ne pouvait pas rajouter une aile à Mar-a-Lago, toutes ces informations-là, elles n'ont jamais été communiquées par Trump à l'expert qui déterminait la valeur de Mar-a-Lago pour demander un crédit. Et donc lui, se basant sur la valeur du marché, la valeur du marché en Floride, le lieu où ça se fait, le lieu où est situé Mar-a-Lago, et le fait que si demain Mar-a-Lago était vendu, quelqu'un pouvait construire X nombre de villas de luxe dessus, déterminer que ça va aller entre 400 et 600 millions. Et donc c'est aussi une révélation de ce mécanisme Trump. On l'a vu dès le début de la semaine, lorsque le commissaire aux comptes de Mazars, qui est ce cabinet utilisé par toutes les banques à New York, qui certifiait les comptes et qui nous a expliqué non, en fait nous on ne faisait pas d'audit, on faisait une compilation des informations que la Trump Org nous donnait.
Donc quand Trump expliquait que son triplex était 3 fois la taille de sa réalité, eux n'allaient pas vérifier. Ils faisaient leurs déclarations se basant sur ces renseignements que la partie, donc Trump, est censée donner, hein, on signe un papier, donner de manière de bonne foi et en réalité. Alors qu'en fait, les informations que Trump donnait étaient soit fausses, soit il en manquait, comme par exemple, c'est le témoignage d'hier, d'avoir l'expert qui doit faire la valorisation de Mar-a-Lago, qui n'était pas au courant qu'il y avait un contrat signé il y a 20 ans par Trump et Palm Beach qui diminue considérablement la valeur de Mar-a-Lago parce que, à part ce club privé, on ne peut rien faire d'autre de Mar-a-Lago. Un club qui perd de l'argent, plusieurs millions, toutes les années. Donc voilà, donc c'est ce qu'on peut dire sur New York. On passe tout de suite à la deuxième petite brève sur Jim Jordan à Washington. Jim Jordan knew more about what Donald Trump had planned for January 6th than any other member of the House of Representatives. Jim Jordan was involved, was part of the conspiracy in which Donald Trump was engaged as he attempted to overturn the election. Jim Jordan, if you think about the extent to which people have now said, well, it was Speaker Pelosi's fault that Donald Trump's mob invaded the Capitol, that, you know, the security wasn't sufficient enough. The person who knew, there were probably more than just Jim, but there was a handful of people, of which he was the leader, who knew what Donald Trump had planned. Now, somebody needs to ask Jim Jordan, why didn't you report to the Capitol Police what you knew Donald Trump had planned? You were in those meetings at the White House. Alors vous l'avez sûrement reconnu, c'est Liz Cheney qui parlait de Jim Jordan. Liz Cheney, pour se souvenir, pour placer le personnage, donc c'est la fille de l'ancien vice-président de George W. Bush, Dick Cheney, qui a fait toute une carrière politique au sein du parti républicain et qui est une des rares leader du Parti républicain qui, depuis un petit peu avant 2020 en fait, a commencé à s'opposer publiquement à Trump. Elle a eu ce courage-là. Ce courage-là, elle a payé le prix comptant parce que Trump en a fait sa cible principale en 2022. Il a tout fait pour qu'elle perde dans le Wyoming où elle était élue depuis toujours, pour qu'elle perde avant même son poste, le fait d'obtenir l'investiture du Parti républicain. Et Trump a réussi en détruisant sa carrière politique, en soutenant une candidate MAGA qui a raflé près de 70% des voix. Liz Cheney qui n'a pas pu faire une campagne normale à cause des menaces et des risques d'assassinat. Donc voilà, c'est aussi ça la réalité Trump. Mais aujourd'hui, Liz Cheney, on l'a vu lorsqu'elle a présidé le comité d'enquête sur le 6 janvier, elle continue à utiliser sa popularité, sa tribune, sa parole pour s'attaquer à Trump. Et là, dans le cadre de ce qui s'est passé à Washington, avec le renvoi de Mon Kevin, quand j'ai écrit plusieurs fois, on m'a demandé pourquoi Mon Kevin, c'est Trump lui-même lorsqu'il parlait de Kevin McCarthy, donc le speaker de la Chambre des représentants, pour montrer qu'il était sous son contrôle complet, utilisait de manière péjorative cette expression « Mon Kevin ». Et donc, Mon Kevin a été viré. Il y a eu toute la semaine toutes ces discussions de qui va être le candidat, etc., y compris la montée de Trump, candidat intérimaire
au poste de Speaker de la Chambre des représentants, donc devenant de facto la troisième personnalité du gouvernement américain. On commence par le président, la vice-présidente et ensuite le speaker de la Chambre des représentants. Il y avait toute une opération de communication là-dessus. Trump devait aller à Washington la semaine dernière, et puis il y a eu encore une fois des bévues, et au dernier moment, il y a un élu qui a sorti qu'en fait, dans la réalité, Trump soutenait Jim Jordan. Donc je vous ai parlé dans l'émission de la semaine dernière de qui était Jim Jordan. Et aujourd'hui, et c'est vraiment ce point sur lequel je voulais insister, Liz Cheney en remet une couche en expliquant qu'en fait Jim Jordan était sur le terrain au niveau de la Chambre des représentants, l'homme fort de Trump le 6 janvier pour empêcher la certification de Biden, que c'était vraiment l'élu le plus actif, elle le dit, pour ce complot. Ce complot, c'est un coup d'État que Trump a tenté autour du 6 janvier. Et Jim Jordan était son représentant à la Chambre, à la Chambre des représentants. C'est le cas de la dire. Il avait des élus qui représentaient ses intérêts, dont Ted Cruz au Sénat. Et Jim Jordan était à la tête des élus de la Chambre des représentants. Il faut savoir que, par exemple, une élue comme Marjorie Taylor Greene n'est pas, ou Bo Bird ne sont pas encore investis de leur poste de représentants. Et donc, c'est Jim Jordan qui a fait tout ça. Et donc, ironiquement, on a cette situation complètement folle où on risque, la semaine prochaine, d'avoir un des responsables de cette tentative de coup d'État et qui a amené à la charge contre le Capitole, à l'envahissement du Capitole, se retrouver à la tête de la Chambre des représentants. Une victoire en différé de ces milliers de personnes, c'est extrêmement choquant, qui ont envahi le Capitole. D'ailleurs, ce jour-là, ça a été raconté par plusieurs témoins, et entre autres par le General Milley, si je me rappelle bien. Liz Cheney était à la Chambre des représentants. Et on savait qu'à l'extérieur, c'était en train de s'assembler, qu'il y avait des tentatives de passage en force, et d'un coup, l'accès au Capitole est obtenu par les manifestants pro-Trump, par la force. Ils rentrent en force, ce qu'on appelle le breach, ils rentrent en force dans le Capitole. Et là, c'est l'urgence absolue, il faut évacuer les élus. Et Liz Cheney, qui est sur le côté, on est en plein milieu d'un discours où on certifie les résultats de l'élection américaine, le moment le plus important dans la démocratie US. Et à ce moment-là, Jim Jordan s'approche de Liz Cheney pour lui tendre la main pour l'aider à évacuer. Et Liz Cheney lui tape sur le bras, rejette sa main, le regarde dans les yeux en lui disant « You fucking did this ». C'est toi qui es responsable de cette putain de situation. D'accord ? Donc ce n'est pas nouveau la sortie de Liz Cheney. Donc on va voir la semaine prochaine ce qui va se passer. Et comme on parle de la Chambre des représentants, je voudrais faire une petite parenthèse de quelques secondes sur les tristes, les mots tristes étant en dessous de la vérité, les terribles événements qui se déroulent aujourd'hui en Israël et les conséquences sur la politique américaine qui est effectivement, comme l'a dit Cody tout à l'heure, un angle sur lequel nous nous sentons capables de parler et de partager avec vous. Aujourd'hui, Biden a affirmé une nouvelle fois le soutien des États-Unis à Israël, et donc ça va passer
par des aides financières, de l'armement, etc., etc. Et aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait plus de speaker à la Chambre des représentants empêche le vote d'aide supplémentaire pour Israël. Donc, il va falloir très rapidement que la Chambre des représentants se choisisse un speaker, peut-être Jim Jordan, qui a le soutien de Trump donc, peut-être pas. La candidature de Jim Jordan met une pression énorme, considérable sur les républicains modérés qui sont élus dans des circonscriptions où il y a autant d'électeurs indépendants et démocrates et un petit peu moins de républicains, donc ça va être très difficile, on va voir. Mais maintenant, il y a une nouvelle urgence et une nouvelle situation intenable pour la droite du Parti républicain, qui, pendant des mois, s'est opposée verbalement et quelquefois dans le vote, et comptait le faire encore lorsque la discussion sur le budget des États-Unis va venir à toute aide américaine à l'Ukraine et en général à l'extérieur, en disant « America first », cet argent, il ne faut pas l'envoyer à l'étranger, mais il faut l'envoyer aux États-Unis. On a besoin, nous, de cet argent-là, dans une forme de protectionnisme, et qui, aujourd'hui, parce que c'est une partie de leur électorat religieux, pas forcément juif, mais l'électorat religieux aux États-Unis, leur demande de venir soutenir Israël. Donc on va voir comment MAGA réussit à sortir de cette situation où on ne veut pas envoyer de l'argent à un pays qui résiste à Poutine, mais on est prêt à envoyer de l'argent à Israël. Donc on va voir comment ça se passe. Troisième petite surprise. Trusted God. You can take all our money, but you can't have our soul. You could burn down our buildings, and we'll still find a home. We will all stick together, and we'll never surrender. We won't give up our freedom. From the shores of California, all the way down to the Keys. Only He will bring us closer when we fall to our knees. And He'll lift us from the ground. Voilà. Bon, pas un sujet extrêmement grave, un sujet plus léger, mais en 1985, vous vous en souvenez, USA for Africa, les plus grands chanteurs américains, Bob Dylan, Springsteen, Michael Jackson, Ray Charles, Stevie Wonder, se mettaient ensemble pour aider l'Afrique et enregistrer le titre We Are the World, qu'on connaît tous. We Are the World, la chanson en dollars constants, donc dollars aujourd'hui, c'est une chanson qui a permis d'envoyer en Afrique l'équivalent de 150 millions de dollars. Donc ouais, c'était pas simplement une chanson, c'était vraiment une bonne cause. Et donc, en 2023, c'est ce que vous venez de voir, les pro-MAGA sortent Freedom, où Michael Flynn, le général Michael Flynn, aujourd'hui le porte-parole le plus visible du mouvement QAnon, remplace Michael Jackson. Je ne suis pas certain qu'on ait gagné au change, hein. Mais bon, en tout cas, voilà, je sais que je viens de voir que vous avez été choqués, que vous avez les oreilles qui saignent, etc. Mais donc voilà, il y a ce titre, ça correspond à un mouvement qui a débuté il y a 2 ou 3 ans, d'essayer de reprendre la culture. Donc les pro-MAGA et l'extrême droite américaine ont commencé d'abord ce qui était sur un territoire qui leur était plus favorable, qui était la country music.
avec un certain succès, des chansons qui marchent très très bien. Lara Trump, la belle-sœur de la belle-fille de Trump, vient de sortir un titre, parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent à se faire, soyons clairs, parce que l'idée c'est de vendre ces chansons-là sur principe que les médias généralistes, la presse de gauche ne parlent pas d'eux, donc il faut aller les soutenir, donc c'est de l'argent. Il y a eu des tentatives de rap qui ont échoué complètement, et puis là voilà, donc on a Freedom qui est l'équivalent de We Are the World. Je suis pas persuadé que dans 10 ans, que dans 5 ans, que dans 1 an, que dans 1 mois, on continue de reparler de ce titre-là qui a sûrement fait la fortune des fabricants de logiciels et de machines d'autotune. Donc voilà, donc ça c'était l'introduction de la chute. On va faire ça à chaque fois, 2, 3, on verra le nombre, 3 petites informations un petit peu différentes avec un grand dossier. Avant de se lancer dans ce dossier, donc, qui est aujourd'hui consacré aux risques, aux dangers que représente Trump en question de sécurité nationale, pas seulement maintenant, mais déjà lorsqu'il était président, je vais vous raconter ça tout de suite. Je voudrais remercier Thomas, j'ai vu pendant que je parlais, c'était pas évident pour moi pour en parler tout de suite, donc je ne veux pas briser le flow. Je voudrais remercier toutes ces personnes qui sont passées pour soutenir la chute. C'est vraiment très sympa, très apprécié et très utile. C'était un sujet hier d'ailleurs, j'imagine Cody vous en a parlé, qui a été dans Space, où on nous a demandé de faire du merch, des mugs, des t-shirts, etc., etc. Et on vous a expliqué qu'on travaille sur une manière de vraiment rassembler la communauté et qui en même temps nous soutiendra et permettra de faire plus d'émissions. Donc on en parlera, mais en attendant, je voudrais remercier Christophe, Max, Sarah, qui en a d'autres, Flore, salut Flore, Jean-François, fidèle parmi les fidèles, salut Jean-François, Nour, merci, c'est énorme, merci Nour, c'est extrêmement généreux, Alexandre aussi, formidable, et puis Johan, pareil, fidèle parmi les fidèles, Delva, pareil, c'est encore une fois, ça fait chaud au cœur de voir vraiment tous ces habitués de la chute, Sylvie également, fidèle sur toutes les plateformes de la chute, sur notre page Patreon, sur X, sur Blue Sky, Locia, pareil, merci beaucoup Locia, très sympa, Nathalie, également une habituée, merci Nathalie, et une deuxième fois Jean-François qui proposait, attends, est-ce que tu peux revenir en arrière 2 secondes, qui proposait demander si je veux être Speaker of the House. Non, j'en ai aucune envie, j'espère que tout le monde a voté non parce que c'est absolument pas le cas. Et ensuite il y avait Maxence qui disait super l'article dans Franc-Tireur. Oui, pour ceux qui ont raté l'information, j'ai eu 2 pages qui s'appellent L'heure de vérité, je pense, c'est pas moi qui ai fait le titre, qui vous racontait un petit peu comment Trump vend en permanence cette vérité parallèle où il continue à être président pour ses fans, et comment ça, je racontais comment son fameux mugshot, la pose qu'il avait choisie, je vais pas vous le spoil, hein, je vais pas vous gâcher ça, allez lire l'article, comment cette pose qui a été répétée pendant des jours, décidée et répétée pendant des jours à Mar-a-Lago, n'était pas le hasard, mais est renvoyée cette image de Trump toujours président des États-Unis. Et donc Maxence disait, monter une timeline des événements à venir, qu'avec 4 procès en cours, c'est difficile à suivre. Mais c'est difficile pour tout le monde, Maxence. Effectivement, on sait à peu près, j'ai posté un ou deux messages un ou deux tweets longs à ce sujet sur Twitter, mais c'est une bonne idée, je vais le refaire parce que c'est extrêmement confus. Et puis surtout, c'est extrêmement mouvant parce qu'il y a des appels, il y a des suspensions de calendrier, comme on a vu à Mar-a-Lago, où en attendant que la juge Cannon prenne une décision sur une demande
différer du procès de la part de Trump. Elle a posé le calendrier. Ça ne veut pas dire que le calendrier est retardé, ça veut dire simplement qu'il est posé pour l'instant. Donc c'est très difficile. Il y a effectivement des tas d'affaires, il y a ces 4 inculpations, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Les procès en diffamation suite à sa condamnation pour viol, des procès en arnaque façon pyramidale où il y a eu d'abus de personnes faibles en utilisant le nom Trump pour leur dire venez investir, un petit peu comme il a fait avec les NFT, venez investir dans ce marché-là et ça va vous permettre de gagner de l'argent, etc., etc. Donc je vais essayer ça, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a Steph aussi qui contribue à la chute. Merci beaucoup Steph. Et Frédéric. Voilà, c'est formidable. Thomas, c'est pas terminé. Midafaya, merci beaucoup Midafaya. On est tellement mieux sur YouTube que sur X. On est d'accord. On est d'accord. Et si vous nous regardez sur X, merci. Mais venez nous voir sur YouTube, c'est beaucoup plus sympa. Et Frédéric aussi. Merci Frédéric. Donc voilà, Thomas, petite transition. Je bois un coup et on se lance sur ce dossier choc et choquant. Top secret, le danger Trump. Voilà, et on me dit aussi dans l'oreillette que je n'ai pas, que vous êtes très nombreux ce soir, donc merci beaucoup pour être là au rendez-vous. N'importe quel jour de l'heure, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ceux qui ont suivi nos spaces ces derniers jours avec Cody en sont témoins. Donc, dossier du jour, le dossier de la chute, pas les dossiers de la chute, on en refera très bientôt, mais le dossier de la chute, top secret, le danger Trump. Il y a 2 jours, révélation de ABC News et suivi de la confirmation du New York Times que Trump, en 2021, donc on est après la présidence, à Mar-a-Lago, a divulgué 2 informations top secrètes sur les sous-marins nucléaires américains. Il les a divulguées à un des membres de Mar-a-Lago, un milliardaire australien, un homme d'affaires australien, Benjamin Pratt. Pratt, ce qui est intéressant, c'est que il a été interrogé par au moins 2 fois par le FBI et par l'équipe du procureur Smith. Il a expliqué qu'en fait, il avait rejoint Mar-a-Lago après l'élection de Trump, et il n'a pas été le seul à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il a des affaires aux États-Unis, et il savait que c'était un moyen, c'est une forme de lobbying, que s'il était membre de Mar-a-Lago, déjà, lorsqu'un dossier arriverait sur le bureau de Trump, c'était un avantage important, mais 2, ça lui permettrait de s'approcher de Trump et obtenir ses faveurs. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été... voilà, c'est aussi un des avantages d'être ici par rapport au podcast, par exemple, au podcast audio, même si c'est formidable, c'est qu'on vous montre en même temps des photos, la recherche iconographique a été faite par Cody, donc on vous montre le cliché là, de Trump, c'est possiblement à la Maison Blanche d'ailleurs, de Trump avec ce milliardaire australien qui a obtenu des faveurs lors de la présidence de Trump et qui a continué à cultiver sa relation avec Trump. Et en 2021, en avril 2021, alors que, vous vous en souvenez de France parce que ça a été un scandale politique majeur, alors que l'Australie est en train d'hésiter entre acheter des sous-marins aux Américains, un consortium américain et anglais, ou les acheter à la France, et la France est persuadée que l'accord va être validé. Il ne va pas être, ça va être une surprise et un scandale politique, une crise politique, parce que on a le sentiment que la France s'est fait avoir à la dernière seconde, le gouvernement Macron. Donc avant cette décision qui, si je me rappelle bien, date de septembre 2021, en avril,
Pratt est à Mar-a-Lago, il y a Trump, et Pratt commence à discuter avec Trump de ses sous-marins en regrettant que l'Australie hésite entre deux pays, en disant que ça serait mieux que ce soit des sous-marins américains. Et évidemment, Trump est d'accord avec cette information-là et livre deux informations classées secrètes, le nombre d'ogives nucléaires transportées par les sous-marins et surtout la distance à laquelle ces sous-marins peuvent approcher des sous-marins russes sans être détectés. C'est vraiment une question de sécurité nationale. Les sous-marins nucléaires ont un rôle particulier dans le système de défense américain. C'est le secret des secrets. Il n'y a pas de communication dessus. On ne sait pas l'étendue de la flotte. On ne connaît pas le nombre total de sous-marins américains. On ne sait jamais où ils se trouvent. Et donc Trump donne ces informations-là. Il y a des témoins. À ce moment-là, des témoins qui ont été... un témoin qui a été entendu par Smith, qui raconte comment, une fois que Pratt a cette information, son premier réflexe, c'est dans la nature humaine, peut-être, je n'en sais rien, son premier réflexe, c'est d'aller la communiquer à un autre membre de Mar-a-Lago. Hein, première partie de l'histoire. Et deuxième partie de l'histoire, confirmée par Pratt lui-même et confirmée par des preuves, contrairement à ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux. Hier, j'ai discuté de ce genre de choses avec un pro-Trump. Il existe des preuves. C'est que Pratt, une fois qu'il sort de cette discussion-là, il se met à son ordinateur et il écrit un email qui résume les informations confidentielles, secret défense, que Trump vient de lui donner. Et cet email, il envoie à au moins 45 personnes, dont 11 journalistes, des membres de ces différentes compagnies, donc des cadres de ces différentes compagnies, des élus d'Australie et 3 anciens premiers ministres. Donc, Trump, qui n'est plus président, a divulgué dans une conversation publique, hein, il n'a pas reçu dans son bureau, il n'a pas montré de documents, certes, c'est pour ça que l'épisode Pratt aujourd'hui n'est pas au centre de l'acte d'inculpation de Smith au niveau des dossiers de Mar-a-Lago, mais il a fait encore une fois quelque chose qu'il ne devait pas faire, qu'il n'a pas le droit de faire, et qui va être sûrement utilisé au moment du procès par l'équipe de Smith pour montrer le risque que représente Trump, et que représentait Trump d'avoir tous ces documents. Et on revient aux documents qui ont été retrouvés à Mar-a-Lago, donc des tas de documents classifiés. On sait que non seulement Trump n'avait pas le droit de les avoir, mais que Trump a mené toutes les manœuvres et fait tous les efforts possibles pour cacher ces documents-là, en demandant par exemple à sa secrétaire de ne pas en parler au FBI qui allait l'interroger sur serment. Elle a refusé et aujourd'hui est devenue un témoin à charge contre Trump. Il a demandé à son assistant de déplacer ses boîtes. Hein, on a vu les photos de ces boîtes qui se sont retrouvées à la fois une fois sur la scène de la salle de bal de Mar-a-Lago ou dans les toilettes de Mar-a-Lago. En fait, c'est parce qu'ils ont été déplacés pour éviter qu'ils soient trouvés lors de visites de courtoisie des archives nationales ou du FBI. Et tout ça a été filmé par quoi? Par les caméras de sécurité de Trump. Et on sait, et le technicien en charge aujourd'hui est aussi un des témoins à charge contre Trump, que Trump avait donné l'ordre d'essayer de détruire
ces enregistrements. Donc ça, c'est le cœur du procès. Et donc, revenons 2 secondes à ces documents de Mar-a-Lago. Donc, l'histoire des sous-marins nucléaires va être utilisée pour démontrer le risque que représentaient ces documents. Il y a une autre histoire qui va être utilisée, et que, en fait, je vous reprends dans cette espèce de démonstration qu'au niveau de la sécurité nationale, Trump est un danger maintenant, comme il a été un danger au moment de la présidence. Et donc, on sait que si là, dans l'affaire des sous-marins nucléaires, il n'a pas montré des documents secrets, il n'a pas hésité à le faire dans le passé. On a, avec une conversation audio qui a été enregistrée où on entend Trump le faire, plus de multiples témoins. Un jour, il reçoit des journalistes qui aident Mark Meadows à écrire sa biographie. Mark Meadows, le chef de cabinet de Trump, et il se met à leur parler du plan secret pour envahir l'Iran. Et ça va plus loin parce qu'il leur montre ce plan qui est toujours secret aujourd'hui et qu'il ne devait pas avoir cette copie. Non seulement il a cette copie-là, mais en plus il la montre, elle traîne sur un sofa de son bureau, il la prend et il la montre aux journalistes qui sont là, à l'éditeur du livre qui est là, et à quelques assistants et assistantes en même plaisantant sur le sujet. Donc, après la présidence, Trump continue à être un danger en termes de sécurité nationale. Et ça pose des questions parce que on connaît ces 2 incidents qui sont documentés. D'accord ? On le sait. Il n'y a aucun doute sur l'authenticité de cette discussion avec Pratt autour des sous-marins nucléaires, comme il n'y a aucun doute sur le fait que Trump a montré des documents classifiés parmi les plus hauts de la classification américaine sur le plan pour attaquer l'Iran. D'accord ? Aucun doute là-dessus. On peut se demander, on n'a pas les réponses, mais on peut en déduire même que c'est ce genre d'informations qu'il a pu partager avec d'autres. Donc on va y revenir en fin de ce dossier-là, sur le risque que ça peut représenter si Trump décide de vendre des informations, les donne de manière accidentelle pour se mettre en avant, pour se vanter, pour régler des comptes. C'est ce qui s'est passé avec la carte de l'Iran. Ou si Trump est compromis, si Mar-a-Lago est compromis, je vais revenir à cette question-là, que ces informations-là, comme par exemple cette fameuse distance entre les sous-marins nucléaires américains et les sous-marins nucléaires russes, peut-être que cette information, ce chiffre, aujourd'hui, Poutine le connaît, ou la Chine, on ne sait pas. Mais bon, ça c'est après la présidence. Moi ce que je voudrais c'est qu'on remonte, je ne vais pas vous raconter tous les incidents, mais je vais vous montrer qu'il y a une habitude chez Trump, pour différentes raisons, y compris des épisodes qu'on a oubliés, y compris des épisodes qui sont extrêmement... j'allais dire choquant, mais c'est pas que choquant, c'est qu'il crée un doute sur les motivations de Trump à la Maison-Blanche, sur les motivations de Trump et peut-être le fait que Trump se soit retrouvé sous influence de Poutine. Il y a des tas d'autres incidents qui remontent à sa présidence. Le premier qui est connu, la première fois où on se rend compte que ça va poser un problème, c'est avant que Trump arrive à la Maison-Blanche. C'est dans cette période de transition, lorsque il organise le réveillon. Donc on est en 2016, donc c'est avant qu'il prenne le pouvoir le 20 janvier 2017. Il y a le réveillon donc le 31 décembre 2015 à Mar-a-Lago, et il est là, il trône au milieu de tous les invités, donc de tous les membres Mar-a-Lago qui sont là avec leurs invités, qui sont venus fêter le réveillon, et défilent à sa table les responsables de son équipe en charge de la transition avec le pouvoir, qui viennent lui parler de ce qui est en train de se passer
des briefings qu'ils viennent de recevoir en termes de sécurité nationale, ça fait partie du processus de transition. Et si on sait ça, c'est parce que les gens qui sont en train de manger à 5 mètres ont entendu ces conversations. Donc déjà, on se dit, mon Dieu, mais comment ça va se passer en termes de secret, de confidentialité, lorsqu'il y a Mar-a-Lago? Et Mar-a-Lago a toujours été identifié par les services de renseignement américains au moment de la présidence de Trump comme étant un véritable risque en termes de sécurité nationale, parce que, on le sait, il y a des représentants de différents pays, comme l'a fait Pratt, qui sont devenus immédiatement des membres de Mar-a-Lago. D'ailleurs, Trump l'a vu tout de suite, parce que lorsqu'il est devenu président, la première chose qu'il a fait avant de prendre le pouvoir, ça a été d'augmenter les prix de Mar-a-Lago, augmenter les prix de l'inscription annuelle, mais surtout ce paiement d'entrée que les gens doivent payer pour pouvoir adhérer. Et donc c'est la première chose qu'il a fait, parce qu'il a compris qu'une fois qu'il devenait président, on voudrait venir s'inscrire à Mar-a-Lago. Et il y a parmi ces gens-là, il y a plusieurs cas qui sont sortis dans la presse, des personnalités chinoises, vraisemblablement liées avec le gouvernement chinois et les services de renseignement chinois, peut-être des Russes ou des personnes travaillant pour les Russes. Donc en tout cas, Mar-a-Lago est devenu un problème. Donc ça, c'est avant que Trump soit président. Premier épisode identifié avec retard, le 10 mai 2017. Donc Trump est président, 10 mai 2017, ça fait 2 mois qu'il est à Washington, 3 mois qu'il est à Washington, et on apprend par les services de communication russes, pas par la presse américaine ou ni par Washington, ni par les services de communication de la Maison-Blanche, que Trump, sans que l'on sache pourquoi, sur demande de Poutine, a reçu l'ambassadeur russe aux États-Unis, donc à Washington, et le ministre russe des Affaires étrangères. Le cliché que vous voyez, c'est un cliché qui a été partagé par les services russes, qui ont décidé de communiquer cette image assez folle où on n'est pas dans les salons où d'habitude Trump va recevoir des personnalités étrangères. Là, il reçoit au cœur du pouvoir, qui est le bureau ovale, il reçoit l'ambassadeur et le ministre des Affaires étrangères. On sait que lors de ce meeting, dont on ne connaît toujours pas, en 2017, on ne connaît toujours pas non seulement ce qui a motivé ce meeting-là, pourquoi Trump l'a accepté, et il n'existe, et ce n'est pas l'usage, il n'existe aucune transcription, il n'en existe aucune transcription de ce qui s'est dit entre Trump et les officiels russes au sein de la Maison-Blanche. Ce que l'on a appris et qui a été confirmé par différentes sources et qui a eu des effets terribles, c'est que lors de ce meeting, là, Thomas vous montre la photo, lors de ce meeting, Trump a communiqué une information complètement folle. Vous vous en souvenez, en 2017, on est en pleine guerre contre les terroristes de l'État islamique qui multiplient les attentats et les prises d'otages. Et à ce moment-là, les Américains ont cultivé une source au sein de l'État islamique. Pas une source à un niveau intermédiaire, mais au sommet de l'État islamique. Une information tellement sensible que les États-Unis ne partagent pas l'identité de cette personne avec leurs propres alliés. Ils ont dit à leurs alliés qu'ils ont cette source. On parle de la France, l'Allemagne, l'Angleterre, mais le nom reste secret parce qu'on ne veut pas la compromettre, parce qu'on pense que c'est cette source-là qui va amener au leader de l'État islamique et permettre de descendre, de le tuer. Lors de ce meeting-là, avec des Russes, 10 mai 2017,
Trump fait quoi? Je vous le donne dans le mille. Il va communiquer aux Russes l'existence de cette source et l'identité de cette source. Pourquoi? Il n'y a jamais eu aucune explication. On ne le sait pas. Toujours 2017. Tout à l'heure, je vous parlais comment les sous-marins nucléaires sont extrêmement sensibles et importants dans le plan de défense américain. Donc, mai 2017, Trump est au téléphone avec un dictateur, un homme fort comme il les admire, qui est Duterte, qui est à ce moment-là le président des Philippines, et il tient à l'informer de la situation tendue avec la Corée du Nord. Et dans cet appel, dont la Maison-Blanche va publier un résumé, Trump raconte à Duterte la position de 2 sous-marins nucléaires américains qui se sont rapprochés, sans être détectés, encore une fois, des côtes de la Corée du Nord. Donc, encore une fois, Trump partage des secrets d'État avec le président dans notre pays et ces secrets d'État deviennent publics. Ce n'est pas la seule chose. 2019, on est 2 ans plus tard. Trump, à ce moment-là, est obsédé. Vous allez me dire, ça n'a pas beaucoup changé. Il est obsédé par un dossier, c'est celui de l'Ukraine, et plus précisément d'essayer de trouver des informations, il les cherche toujours d'ailleurs, pour lier Joe Biden à des affaires de corruption en Ukraine. Il est tellement obsédé par cette affaire-là, ça va l'amener son premier impeachment d'ailleurs, mais il est tellement obsédé que un jour, il appelle son ambassadeur en Europe, qui est Sondland, qui est dans un restaurant en Ukraine. Il l'appelle sur une ligne non sécurisée, plein milieu de son repas, dans un restaurant en Ukraine, pour lui demander des informations sur Biden et sur ses affaires présumées de corruption en Ukraine. Dans cette conversation, il va dévoiler sur une ligne non sécurisée des informations confidentielles sur le gouvernement ukrainien. Ce qui est complètement fou, et on sait ça parce que, encore une fois, les gens autour de la table de Sondland et les gens qui sont en train de manger avec Sondland entendent, Trump est tellement énervé, ils entendent toute la conversation. Donc il y a le point de ligne non sécurisée de quelqu'un qui est vraisemblablement suivi par les renseignements russes. En plus, on est en Ukraine, en pleine préparation en 2019, avant l'envahissement du pays par Poutine. Et encore une fois, lieu public. Et cette obsession du téléphone, elle est au cœur d'une guerre interne entre Trump et les services de renseignement. Lorsque Trump est élu, les services de renseignement se rapprochent de son équipe et lui expliquent que Trump ne peut plus utiliser son iPhone ou ses Android. À un moment, il avait les deux parce qu'il voulait boycotter Apple. C'était avant qu'il devienne président. Et donc, on lui demande de cesser d'utiliser ces téléphones qui peuvent être hackés, piratés par l'extérieur, et à la place d'utiliser des téléphones sécurisés développés en accord avec les services de renseignement américains. Donc ça, c'est avant qu'il arrive à la Maison-Blanche. Trump ne rend pas ses téléphones et continue à utiliser ces lignes non sécurisées qui sont facilement détectables, y compris physiquement si on ne se retrouve pas trop loin de la Maison-Blanche. Et une fois qu'il arrive à la Maison-Blanche, deuxième épisode, on vient lui expliquer pourquoi, comment, et Trump a toujours refusé. On sait qu'au moins jusqu'en 2019, Trump a continué à la Maison-Blanche à utiliser pour ses communications, y compris, on l'a vu, des communications autour d'informations top secrètes, il a continué à utiliser des téléphones non sécurisés. Donc, il y a des vrais risques, et c'est juste un épisode parmi tant d'autres.
parler de téléphone, non, moi je vais vous parler de Twitter. On s'en souvient plus parce qu'il y a tellement de choses. Mais en août 2019, que fait Trump? Sur son compte Twitter, suivi par plusieurs dizaines de millions de personnes, il va publier une photo de surveillance d'une base iranienne, une photo de très haute qualité. Thomas vous montre le tweet parce que le tweet est toujours disponible. Cette photo-là est classifiée. Ça fait partie du briefing qu'il a reçu le matin et qu'il a utilisé sur Twitter pour prouver son point en partageant avec le monde entier une photo classifiée. Des exemples comme ça, il y en a des dizaines de discussions avec des journalistes. Quand en 2019, toujours, il va à la frontière entre le Mexique et les États-Unis pour se féliciter d'une partie de son mur, il se met devant la presse à divulguer des informations de sécurité en expliquant c'est quoi les systèmes de détection, de surveillance qui, au-delà du mur, sont cachés à droite à gauche. Et c'est le militaire qui est avec lui qui est obligé publiquement de l'interrompre en lui disant « Attention, vous êtes en train de communiquer des informations qu'il ne faut pas communiquer. » Donc c'est pour ça que ça s'arrête. Et donc il y a ces épisodes répétés. Tout à l'heure, je vous parlais de Mar-a-Lago et en 2017. Mais en 2017, je ne sais pas si vous en souvenez, visite du Premier ministre japonais. Il décide non pas de le recevoir à la Maison-Blanche, mais de le recevoir à Mar-a-Lago, c'est son droit. Bush recevait, dans son ranch de Waco, recevait aussi des personnalités, mais bon, ce n'était pas un lieu ouvert au public, donc il y a un repas. Dans ce repas, parce que Trump a besoin, il adore montrer à ses membres adhérents de Mar-a-Lago son pouvoir. Le repas avec le Premier ministre ne se fait pas en comité restreint, ne se fait pas fermé, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, à quelques mètres de la table de Trump et du Premier ministre japonais, il y a des invités. Et ces invités vont entendre des morceaux de la conversation de Trump qui est en train de communiquer au ministre japonais des informations inédites sur les essais nucléaires menés par la Corée du Nord. Donc tout ça crée une espèce de climat autour de Trump qui, au minimum, pour des raisons de je m'en foutisme, au pire, pour, je ne sais pas si c'est le pire, mais parfois aussi pour se vanter, et au pire, peut-être, pour donner des informations, comme dans l'épisode de la rencontre au sein du bureau ovale en 2017, avec l'ambassadeur russe à Moscou et le ministre des Affaires étrangères, où il va communiquer l'information sur la source numéro 1 des États-Unis au sein de l'État islamique, crée un portrait extrêmement dangereux de Trump. Et en parlant de danger, je voudrais vous parler, encore une fois, c'est quelque chose qui a été noyé dans la masse quotidienne d'informations et de polémiques autour de Trump. Je voudrais qu'on retourne en octobre 2021. En octobre 2021, la CIA, donc la première agence de renseignement américaine à l'extérieur du pays, la CIA, envoie un câble donc un document, un mémo, à la totalité de ces bases et de ces stations dans le monde entier. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Il y a eu ce genre de choses après le 11 septembre, pour mettre tout le monde en alerte, par exemple, mais en tout cas, la CIA le fait en octobre 2021. Pas pour mettre tout le monde en alerte, du moins c'est une forme d'alerte, mais en leur expliquant qu'il y a un problème majeur au niveau des services de renseignement américains, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'espions américains, de sources américaines, de personnes sur le terrain travaillant au péril de leur vie pour les services de renseignement américains
qui ont été capturés et tués. Le câble donne le chiffre précis, qui est toujours un secret d'État, donc je ne le connais pas, mais l'accompagne de cette remarque, que le nombre d'agents capturés et tués par les services russes, les services chinois ou les services iraniens est troublant. Je ne dis pas que Trump est à l'origine de ce câble et de cette réalité sur le terrain où les rangs de la CIA sont dévastés parce que il y a eu des fuites. Mais c'est pour vous montrer, lorsqu'on vient me dire, oui, lorsque j'ai fait le space, on me dit, oui, c'est peut-être pas des informations très importantes, le nombre d'ogives nucléaires dans un sous-marin, oui, pourquoi pas. Mais le problème avec Trump, c'est que, et il n'est pas le seul, on en revient à, vous les avez peut-être déjà vus pendant la Seconde Guerre mondiale, ces affiches où on disait, attention, les murs ont des oreilles, gardez vos bouches fermées, parce que cette information que vous donnez, cette discussion que vous donnez autour d'un verre, autour d'une table, peut demain entraîner le fait qu'un bateau qui transporte de l'aide humanitaire ou des armes pour combattre pour les nazis soit coulé par des sous-marins russes. Avec Trump, on est dans la même situation où ces confidences, ces erreurs, ces moments ces moments où il a envie de se mettre en avant et va sortir des documents secrets et les agiter sous les yeux de journalistes, ces moments où il va communiquer avec des membres de son club des informations extrêmement importantes, ont des conséquences dans la vraie vie. Et je sais que ça va être l'angle utilisé par Smith lors du procès, que de démontrer que ce ne sont pas que des bouts de papier. Derrière ces bouts de papier, derrière ces informations qui sont compilées pour le président, il y a des hommes, il y a des femmes sur le terrain qui souvent ont pris des risques. Dans le mémo, dans le fameux câble de la CIA, il y a des noms d'agents qui ont été tués, en fait, qui sont des Pakistanais, donc qui ont aidé à la traque de terroristes, Al-Qaïda, puis après État islamique, etc., qui ont été donnés, pareil en Afghanistan, qui ont été donnés aux services secrets opposés, et qui ont été capturés et exécutés, on imagine, après plusieurs actes de torture. Donc il y a une réalité humaine derrière ces renseignements. Et Trump, par son comportement, quelles que soient ses motivations, met en danger ces personnes-là, et à travers ça, met en danger la sécurité nationale des États-Unis et des alliés des États-Unis. Parce que lorsqu'il confie ces informations-là sur des opérations communes, il y a un vrai risque. Et au-delà de ça, aujourd'hui, et depuis quelque temps, il y a plusieurs représentants de la communauté du renseignement américain qui est extrêmement inquiet de l'après-présidence de Trump, en se disant il a tous ces documents, il a toutes ces informations qu'il connaît, on le sait, il les a retenues, comme de donner à ce milliardaire australien la distance d'anonymat des sous-marins nucléaires américains. Et donc c'est de se poser la question, c'est il a ces secrets, pour en faire quoi? Juste pour se vanter, pour les vendre des Saoudiens par exemple, qui vont lui permettre de faire face à la crise économique et faire face au procès de New York, par exemple, aux décisions de procès de New York, ou qui vont donner 2 milliards de dollars au fonds géré par le mari d'Ivanka, donc son gendre, Jared. Est-ce que c'est des informations qui ont été déjà communiquées de manière accidentelle, peut-être, ou pas, à Moscou? C'est un vrai sujet troublant. Et ce n'est pas moi,
et ce n'est pas que moi, ou ce n'est pas que des membres des services de renseignement qui s'en inquiètent. Je vais vous parler tout de suite après une petite pause, parce qu'il faut que je boive, tout de suite après une petite pause, de ce qui s'est passé en février 2021. À tout de suite. Alors, il y a une tradition aux États-Unis qui existe depuis toujours et qui touche tous les anciens présidents, qu'ils soient républicains ou démocrates. Une fois qu'ils quittent la Maison-Blanche, ils continuent à recevoir un briefing, donc un résumé écrit par les services secrets chaque matin sur la situation internationale. Ils reçoivent ça par courtoisie, mais aussi pour, en retour, s'ils pensent nécessaire, faire profiter de leur expérience leurs successeurs. Quand Trump agit autour du 6 janvier, et lorsqu'il est impeach pour la deuxième fois, j'en ai beaucoup parlé sur mon site Twitter et dans mes premiers podcasts, qui étaient audio à l'époque. Je vous expliquais que pour moi, même si je savais que ça ne serait pas possible parce que les républicains allaient voter par fidélité au parti et pas fidélité à la Constitution, malheureusement, je vous expliquais que c'était important pour moi que Trump soit... vous savez, un impeachment, c'est à 2 étapes. La première, c'est la Chambre qui déclare un impeachment, et la deuxième étape, c'est le Sénat qui organise ce procès. Et je vous expliquais, pour moi, une des raisons principales, si ce n'est pas la raison principale pour laquelle Trump devait être jugé et reconnu coupable au Sénat, c'était que cette culpabilité lui interdisait d'avoir accès à ce résumé quotidien fait par les agences de sécurité, les agences de renseignement américains. Donc des informations confidentielles tous les jours sur tel ou tel événement, comme aujourd'hui on peut imaginer que le PDB, donc le Presidential Daily Brief, était sur ce qui vient de se passer en Israël. Malheureusement, le Sénat américain, la majorité républicaine, a refusé de condamner Trump. Et donc, Trump, comme n'importe quel autre ancien président, aurait dû, et pourquoi le aurait dû avoir accès à ce dossier-là. Mais, brisant ces années de tradition, heureusement, lorsque on voit depuis ce qui s'est passé, les documents secrets, le plan nucléaire, les informations sur les sous-marins, Biden a décidé, en tant que président, de remettre en cause cette tradition-là et d'interdire que Trump reçoive ces informations quotidiennes compilées par les agences de renseignement américaines. Et à l'époque, heureusement qu'il a fait très tôt, parce qu'aujourd'hui, ça ne serait plus toléré, mais on est en février 2021, donc on est un mois après l'attaque du Capitole, lorsque c'est encore, les blessures sont encore fraîches, et donc il passe à la télévision. On va vous montrer cette vidéo où il explique pourquoi il ne veut pas extrapoler, mais il donne une raison pour laquelle il ne souhaite pas que Trump continue à recevoir ce document-là. On regarde la vidéo, Thomas. Should former President Trump still receive intelligence briefings? I think not. Why not? Because of his erratic behavior unrelated to the insurrection. I mean, you've called him an existential threat. You've called him dangerous. You've called him reckless. Yeah, I have, and I believe it. What's your worst fear if he continues to get these intelligence briefings?
I'd rather not speculate out loud. I just think that there is no need for him to have that intelligence briefing. What value is giving him an intelligence briefing? What impact does he have at all, other than the fact he might slip and say something? And we will have more from our interview with President Biden Sunday on Face the Nation and during the Super Bowl pregame show. That's right here on CBS. Vous voyez, pour résumer ce que dit Biden, c'est qu'au-delà du fait que Trump représente un risque, et il sous-entend un risque pour la démocratie américaine et pour le reste du monde, sa crainte principale, c'est que même de manière accidentelle, Trump se mette à parler. Et c'est, dans le meilleur des cas, l'explication plausible de ce qui s'est passé autour des sous-marins. Donc voilà, je vais terminer sur quand même une note un petit peu plus positive, grâce à l'intervention de Biden, qui a vraiment arrêté une tradition politique américaine qui existait depuis 50 ans. Ces informations confidentielles, il en connaît d'autres, c'est certain, mais au moins ce qui est rassurant, c'est que depuis son départ de la Maison-Blanche, Trump n'a plus accès aux secrets des services de renseignement américains. Alors, avant de passer à vos questions, avant de donner la parole à Cody qui va venir nous parler de sa future première chronique sous le radar, j'ai vu pendant que je parlais, vous êtes encore extrêmement généreux, donc je voudrais remercier Simon, merci Simon, c'est vraiment apprécié, merci David, qui s'ennuyait un petit peu de nous, mais nous aussi on s'ennuyait de vous, vraiment, ça a fait très plaisir de vous retrouver. On a aussi Berzelius Torum qui me suit sur X, j'ai déjà vu plusieurs fois, qui nous dit ce qu'a fait Trump est gravissime. Et que oui, il y avait un dossier sur la France, un dossier au nom de dossier Emmanuel Macron. On ne sait pas de quoi ce dossier est constitué. Et puis Valérie qui aussi est passée par la case Super Chat, merci beaucoup, merci de votre soutien. Alexandra, fidèle parmi les fidèles, merci Alexandra de ton soutien à l'émission, à notre travail, c'est vraiment utile. Bientôt on va vraiment vous expliquer à quoi nous sert, bon vous le voyez, hein, on est dans un nouveau lieu, nouvelle caméra, nouveau micro pour le son, énormément de travail en amont. Non, mais on va vous expliquer tout ça, comment non seulement vos dons nous permettent d'exister, mais j'espère demain, ensemble, nous permettent de se développer. Hier, je ne sais pas si vous étiez là pour le Space, il y a eu un témoignage extrêmement fort en fin d'émission, allez le retrouver vraiment à la toute fin, dans les 10-15 dernières minutes, d'un follower, d'un membre de la communauté de la chute au Burkina Faso, et qui m'a bouleversé, qui vous a tous bouleversé, qui nous racontait comment son pays était en proie au coup d'État, au terrorisme, à cause de cette victoire des fake news, et comment, quelque part, mon travail l'avait aidé lui-même, et maintenant des gens de son entourage, à remettre en question et de comprendre que derrière cette attaque contre la vérité, c'était une attaque contre la démocratie. Et pour moi, et pour nous tous, je vous parle de Thomas, je vous parle de Cody, pour nous tous, c'est une raison supplémentaire de non seulement continuer, mais d'amplifier notre travail. Et si on veut passer à ce rythme dont je parlais hier, qui est quasi quotidien, mais être présent au moins 5 fois, devenir ce premier rendez-vous francophone sur les élections américaines, sur Trump et sur cette chute de la démocratie américaine et tout ce que ça représente pour vous en termes d'outils, vos dons vont aider à tout ça. Donc on vous en reparlera plus tard, mais en tout cas je voulais remercier. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres, Thomas, à remercier. Oui, voilà, excusez-moi, je suis le champion du monde de la petite parenthèse. Et Marie, merci beaucoup Marie aussi.
et Zabou. Merci Zabou, en plus, vraiment, vous avez tous été extrêmement généreux, mais il n'y a pas de petits dons et de grands dons. Chaque petite contribution nous aide, donc vraiment, merci beaucoup. Donc, je vais laisser la place à Cody pour quelques minutes, et puis je vous retrouve après pour répondre à quelques-unes de vos questions. À tout de suite. Rebonsoir ou rebonjour, ça me fait plaisir de repasser une petite minute. Donc, comme William l'a dit, je vais vous parler de ma chronique Sous le radar. La saison dernière, quand on faisait la chute, j'avais toujours une petite chronique et elle va être de retour. Premier sujet qui était en exclusif sur notre space hier soir, Kamala Harris vient à Las Vegas. Donc, la chute y sera présente. Elle vient parler à ma génération, à une autre fac à Vegas, le 12 octobre, et on y sera présent pour capturer ce moment et pour ensuite, pour que je vous en parle la prochaine fois qu'on fasse une chute, pas un space. Désolé, j'ai tous les termes qui vont en cercle. Et je voulais aussi profiter de ce moment. Je vais faire les remerciements plus tard, mais juste... C'était vraiment incroyable ce soir dans le chat pour l'instant de voir tout ce soutien dans les dons, les messages et tout ça. Donc merci d'être là, merci pour les pouces et je vous reparlerai bientôt. Je suis impatient de vous retrouver sous le radar. Merci. Oui, je suis très heureux du retour de la chronique de Cody parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir le point de vue de quelqu'un de sa génération, dans cette fameuse génération Z, qui va être clé dans l'élection de 2024. Et d'ailleurs, la venue de Kamala Harris n'est pas le fait du hasard. Donc ça va être très intéressant qu'il nous livre sa vision, pas que sur la venue de Kamala Harris, mais peu à peu, à mesure que la campagne avance, surtout comme vous le savez, nous sommes en direct de Las Vegas, dans le Nevada. Le Nevada, c'est un swing state, donc c'est un état clé, c'est un des états dans lequel va se jouer les résultats de la présidentielle de 2024, et donc d'avoir, mon point de vue c'est bien, mais d'avoir le point de vue de quelqu'un qui va avoir 21 ans le 4 novembre, on y arrive, donc il va avoir 21 ans et qui peut nous donner une autre sensibilité, qui va nous raconter ce qu'il voit, ce qu'il vit au sein de sa fac, UNLV, qui va être un lieu extrêmement important au moment de cette élection. Je trouve que c'est vraiment un plus à la chute. Cody aussi, comme il vous l'a dit, reviendra une fois que le générique de fin est passé, il reviendra vous parler du programme et vous remercier toutes et tous. Mais voilà, on me dit que la chemise vient de s'ouvrir. Voilà, la chemise vient de s'ouvrir. Voyez, on va arrêter là. Merci Thomas, je vais pas vous en montrer plus. Ça s'arrêtera là. Donc on passe aux questions-réponses. Vas-y Thomas, est-ce qu'on a des questions d'abord? Sylvie, tous ces éléments, informations transmises, trahison, feront partie du procès de Washington. Je ne pense pas que tout cela fasse partie du procès de Washington. Je pense que certaines d'entre elles feront partie du procès de Floride, mené par la juge Cannon autour des documents de Mar-a-Lago, mais dans un cadre extrêmement, à mon avis, extrêmement limité. Parce que à chaque fois qu'on apporte une information extérieure aux
à l'acte d'inculpation, c'est ouvrir le risque d'appel, de demande de vice de forme, etc., etc. Donc je pense que pour des raisons pratiques, le procureur Smith va limiter ses attaques au niveau de Trump, mais par contre, dans ce qu'on appelle à la fois son opening statement comme sa plaidoirie finale, il va établir ce portrait de Trump qui est un danger pour la démocratie. Vico qui demande, et oui, parlons du calendrier, procès en 2024. C'est une question qui est compliquée parce que ça devait être le sujet de la chute aujourd'hui, et puis par rapport à l'actualité, j'ai pensé que c'était plus important de vous parler de cette dimension au niveau du renseignement. J'ai toujours été extrêmement honnête avec vous, et donc depuis 10 jours, je vous mets en garde sur un fait que Trump a compris, ou quelqu'un a réussi enfin à lui faire comprendre les risques qu'il encourait dans tous ces différents procès, et il s'est enfin entouré de bons avocats. Et ces bons avocats, à Washington, comme en Géorgie, comme en Floride, et comme à New York, pas New York son affaire financière, mais l'affaire au niveau de Stormy Daniels, ont entamé des procédures solides et qui souvent prennent énormément de temps pour retarder tous ces procès-là. Et donc aujourd'hui, quand on fait le tour, on se dit, on peut être extrêmement pessimiste sur la juge Cannon, qui Trump vient de demander que le procès soit déplacé en décembre 2024, donc après l'élection. On peut se dire que c'est quelque chose qu'elle peut concéder. Et il y a des procédures à Washington pour opposer tout ça et qui amèneront jusqu'à la Cour suprême. Je pense que cette procédure-là, tout le monde sait que c'est une manière de gagner du temps. J'ai l'espoir qu'elle soit décidée avant, mais lorsqu'on voit le dossier le plus simple qui était le dossier de Mar-a-Lago, et qu'en fait il a plusieurs venues, plusieurs manières de repousser ça, on peut se dire, est-ce qu'il y aura ce procès en 2024 ? Rien n'est moins sûr. C'est trop tôt pour vous dire oui ou non, y compris en Géorgie. En Géorgie, il y a une bataille formidable qui est en train de se jouer entre la procureure Willis et l'avocat de Trump pour repousser tout ça. Il y a 2 semaines, je vous aurais dit, en Géorgie, je ne pense pas que ça se passera avant l'élection. Mais là, il y a eu les derniers mouvements, les derniers choix stratégiques de la procureure Willis me font penser qu'on peut avoir une bonne surprise en Géorgie. Donc on verra. Pour l'instant, c'est trop tôt pour vous donner une réponse définitive. Est-ce qu'on a une autre question, Thomas ? Superseding concernant la dissémination des secrets incontournables, mais ne risque-t-il pas de prolonger encore la durée de l'instruction ? Donc un superseding, c'est lorsqu'on rajoute, c'est ce qui s'est déjà passé dans l'affaire de Mar-a-Lago, c'est qu'au début il y a un premier acte d'inculpation, et puis il y a d'autres actes qui sont rajoutés, donc d'autres chefs d'accusation. Donc c'est lorsqu'on rajoute des chefs d'inculpation à une procédure qui est déjà en cours. Et effectivement, comme le disait The 50s and Gravity Laws, le risque de rajouter des chefs d'inculpation, c'est pour la même raison, par exemple, qu'à Washington, pour l'instant, Smith poursuit que Trump, c'est donner l'opportunité à Trump, et c'est sa seule ligne de défense. C'est ça, c'est une défense. On comprend l'ironie de la situation où il clame son innocence, sa persécution et son innocence de partout, sa persécution politique, mais il n'a aucun intérêt, aucune envie de venir la prouver devant les tribunaux. Au contraire, on l'a vu ces derniers jours, il avait une plainte contre Michael Cohen pour diffamation, où il demandait 500 millions de dollars. Il avait une plainte contre le magistrat qui est en charge de son dossier actuellement à New York, et il a de manière volontaire retiré les plaintes. Pourquoi ? Parce qu'on arrivait à des dates où il devait aller témoigner sous serment
et répondre à des questions sous serment. Et il sait qu'il ne peut pas mentir. Et donc, il a retiré ces plaintes-là pour ne pas le faire. Et donc là, on est dans ce cas de figure où on sait que si on rajoute des charges contre Trump, vu qu'il n'est pas motivé, comme je vous le disais, à prouver son innocence, parce qu'il ne peut pas, les dossiers sont implacables contre lui, sa seule stratégie, c'est de repousser. C'est quelque chose qu'il a toujours fait, mais qui encore aujourd'hui est devenu primordial pour lui. Et donc, il y a toujours ce risque de dire, tiens, bah ouais, c'est vrai, on pourrait l'attaquer pour ça. On a un témoignage fort, on a le témoignage de Pratt, on a un témoignage de quelqu'un qui a vu Pratt discuter avec Trump et qui a vu Pratt partager des informations. On a cet email envoyé à 45 personnes. Mais si on fait ça, les juges de Trump vont demander du temps pour pouvoir se renseigner, pour pouvoir étudier, pour faire leur contre-enquête, etc. Et ça va encore reculer le procès. On a une dernière question, oui. Elisabeth, Trump continue-t-il à recevoir beaucoup de dons malgré les procès? Je pense que dans ces derniers, il y a eu des derniers comptes de campagne qui ont été publiés, qui sont gonflés parce que il y a eu l'épisode autour de son mugshot, qui a été pour lui une manière d'aller ramasser de l'argent. En fait, Trump a besoin de ces moments forts où il est à la une de l'actualité pour ramasser de l'argent. Une des raisons de sa présence à New York, c'est influencer peut-être les témoins, etc. Il n'avait pas d'obligation à se retrouver à la barre. C'est un procès en civil et il n'y a pas d'obligation d'être là. Il y est allé parce qu'en même temps, ça lui a permis d'envoyer une trentaine d'emails différents par jour à ses supporters pour demander de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, le cœur de la guerre pour Trump, c'est avoir de l'argent. Et on sait que, je pense que là actuellement, il l'expliquait, mais je ne vais pas me fier à un communiqué de presse tant qu'on n'a pas les derniers comptes de campagne, parce que le dernier communiqué de presse, par exemple, expliquait qu'il y avait 35 millions en cash, donc de disponibles, et en fait, lorsqu'on a eu les comptes de campagne, on s'est rendu compte que cet argent-là n'était pas disponible, que c'était un prêt provisoire fait par un autre groupe et qu'il fallait le rendre, et que donc la réalité, c'est que Trump n'avait plus d'argent pour payer ses avocats. Et je crois que la pression actuelle qu'il y a en coulisses sur le Parti républicain pour arrêter la campagne des primaires et décréter le plus tôt possible que Trump est le candidat, c'est pour justement pallier à ça. C'est qu'aujourd'hui, tous les dons envoyés à Trump ne sont pas utilisés pour la campagne électorale, mais simplement pour payer ses avocats et les avocats de témoins clés que Trump ne souhaite pas voir témoigner contre lui, donc ils payent leur avocat pour que ces gens-là se taisent, et donc ils souhaitent que le Parti républicain reconnaisse que ça sera lui le candidat. Pourquoi? Parce que d'un coup, c'est le Parti républicain qui paierait non seulement pour sa campagne, mais une partie de ses frais judiciaires. Donc je pense qu'il y a un vrai problème financier autour de Trump actuellement. Donc voilà. On a fait le tour. Merci encore de toutes vos questions, de votre présence, de vos retweets. Je suis allé voir sur mon compte Twitter, de savoir que vous êtes plusieurs à avoir quitté X et qui êtes venus nous voir sur YouTube. C'est formidable. Je vais vous laisser avec un générique de fin, avec Cody qui va venir un petit peu vous remercier une dernière fois individuellement et vous parler des prochains rendez-vous. On va se revoir très vite. C'était La Chute. Merci. Bon, je vais quand même vérifier si j'ai la chemise bien fermée. On ne veut pas refaire la même erreur deux fois.
Mais oui, merci à tous d'être venus ce soir. Je suis très content de vous annoncer qu'il y aura beaucoup de rendez-vous sur Space cette semaine. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous au compte Twitter. Je vais vous remettre les comptes dans le chat et je vais même le pin. Donc s'il vous plaît, suivez les comptes, comme ça vous pouvez être là, participer même en parlant avec nous en direct. Bon, pas Alain, mais vous autres, oui, vous pouvez. Et vraiment merci de tous de votre soutien. Les pouces, on a encore 256, c'est déjà, c'est super, merci. Et surtout ceux qui sont passés par le Super Chat et Patreon, je vais vous remercier en note à chaque fois. Et je crois que cette fois, il me faudra au moins 2 tweets pour vous tous remercier. Donc commençons par notre liste. On commence avec Luna, qui est passée par notre page Patreon, que je vais aussi vous remettre. C'est une page et un format qu'on va vraiment développer dans ces prochains temps pour vous donner une meilleure expérience, de vous donner encore plus de la chute. Donc si vous pouvez et voulez, c'est vraiment apprécié, merci. Et en commençant avec les super chats, on remercie Christophe P, Sarah, Flore, Jean-François qui est passé plusieurs fois, Nour, merci vraiment beaucoup pour ce geste, de toute l'équipe, c'est vraiment du fond du cœur, merci beaucoup, de voir un chiffre comme ça passer, c'est vraiment le record de la chute, donc merci beaucoup, et oui, donc continuons. Alexandre, Johan, je suis désolé si j'ai mal prononcé votre nom, Delva, comme à chaque semaine, merci, Sylvie, vous aussi, Louisa, je sais que ça fait 2 semaines de suite, pas 2 semaines, 2 émissions de suite que vous passez par le Super Chat. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Nathalie, une de nos Marseillaises préférées, merci à vous. Jean-François Roy qui est repassé. Maxence qui est passé. Steph de Nantes, donc merci à vous. Mil Afaya, merci non seulement pour les Super Chats, mais vous nous avez fait les blagues pendant le direct qui étaient vraiment comme ça, donc merci beaucoup. Frédéric, David, un de nos habitués qu'on est vraiment content de retrouver, même si vous n'êtes plus sur X, on est content de vous retrouver ici. Qui d'autre? Berzilius, désolé, là je sais que j'ai raté votre nom, je m'excuse en avance. Valérie, Alexandra, encore une de nos Marseillaises. Marie, Zabou, Isabelle, de Louise, au même moment quasiment, donc Louise L et Louise R, merci à vous deux pour votre soutien, et Bruno, donc merci à vous, j'espère que j'en ai pas raté, et comme toujours, je vous ferai un tweet pour vous remercier de nom, et pour engraver ça dans l'histoire. Merci à tous d'être passés, c'était vraiment un plaisir, je vais rester ici quelques minutes, le temps que tout le monde dise au revoir et tout ça, pour passer un dernier moment avec vous.